Bonsoir. Je vais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis correspondant de l'association nationale BrainPie qui s'occupe de l'information, la diffusion de la permaculture en France. C'est à ce titre-là que j'ai décidé de faire un jardin témoin, en fait, un démonstrateur, on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire un jardin qui simplifie au maximum, qui se veut relativement lisible et clair pour les gens qui voudraient se poser la question un petit peu de la permaculture. Donc c'est un jardin que j'ai débuté il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans à Strasbourg. Donc il n'y aura pas de photo du jardin, il n'y a que des intentions, c'est-à-dire des plans, des projets. Néanmoins, pour ceux qui veulent visiter à partir du printemps, il est possible de le visiter une fois par semaine. Mais il faut m'envoyer un email, il y aura les coordonnées à la fin de la présentation. Sinon, pour ce qui est de la permaculture, on n'abordera pas la permaculture ce soir. La permaculture, c'est autre chose que du jardinage. Excusez-moi, j'ai pas réussi à l'éteindre ce truc-là. Je croyais que j'avais éteint. Voilà, donc on n'abordera pas la permaculture elle-même. C'est un sujet qui dépasse du cadre de cette intervention. Là, on aborde un champ d'application particulier qui est le jardinage. Donc, pour les questions générales, je vous renverrai à d'autres documents ou à une autre soirée. Voilà, donc je commence la permaculture à l'échelle d'un jardin familial en site urbain. En site urbain, pourquoi ? Parce que j'habite en ville et que pour pouvoir, on va dire, se nourrir et profiter d'un jardin, il faut une proximité la plus forte possible avec le jardin. Donc c'est automatiquement ici un modèle de jardin urbain tel qu'on le connaît à Strasbourg. C'est des petits jardins familiaux qui font à peu près 10 fois 20 mètres carrés. 10 fois 20 mètres linéaires, soit à peu près 200 mètres carrés. Alors le sommaire, d'abord on verra pourquoi un jardin potager. Ensuite, ce que coûte un jardin potager en temps et en argent. Ensuite, l'état initial, c'est-à-dire l'état dans lequel j'ai trouvé le jardin quand on me l'a confié. Le diagnostic, c'est-à-dire ce que j'ai décidé d'en faire pour rendre un projet permaculture possible. Ensuite, on abordera la conception de l'aménagement. D'abord, selon des plans verticaux. Donc, c'est essentiellement une question d'orientation, de gestion de l'ensoleillement et de l'ombrage. Après, la gestion horizontale, ça c'est plus du tout l'ombrage, c'est la sociologie des plantes, c'est-à-dire les affinités, amitié et inimitié des plantes. Après, les choix des variétés cultivées. Donc ça, c'est au-delà des relations entre elles, c'est simplement la réponse aux besoins. Et on verra le petit matériel, ce que j'appelle le mobilier en fait, qui n'est pas du mobilier puisqu'il est immobile. Donc on devrait appeler l'immobilier. Ce sont les serres, les rames et des petites treilles. Voilà. Pour le sommaire. Donc pourquoi un jardin potager ? Alors c'est un jardin qui, nous, depuis maintenant plus de 30 ans, nous a permis de nous nourrir. Donc nous, c'est une famille de 4 personnes. Gros consommateurs de végétaux, à tel point qu'on était même végétarien. Enfin, moi je le suis plus, mais on était pendant 17 ans végétarien et on se nourrissait quasiment que de ce jardin. Donc c'était pas ce jardin, mais ce type de jardin, c'était à Illkirch. Alors, excepté la production de gros fruits, c'est-à-dire pommes, poires, là, pour avoir une production suffisante, il faut quand même multiplier par 2 ou 3 la surface. Ça tient pas dans 200 mètres carrés un verger qui nourrit une famille. Excepté 50% des légumineuses, parce qu'il y en a qui sont vraiment pénibles à faire, donc on les fait pas. Excepté les céréales, et bien évidemment, ça c'est facile. Et les pommes de terre, parce que les pommes de terre, pour récolter les pommes de terre, il faut détruire toute la structure du sol. Donc quand on a une surface restreinte, on ne peut pas tellement jouer à ça. On peut faire quelques pommes de terre pour se remonter le moral, parce que c'est une culture qui marche toujours. Mais sinon, ça s'arrête là, hein, ça marche vous avez de quoi manger pendant 15 jours et puis après c'est terminé. Voilà. Que coûte un jardin potager ? Bon, si je reviens au début, pourquoi un jardin potager quand on est végétarien ou quand on est bio, ou on va dire sensible un peu à l'environnement ? Ce qui coûte le plus cher quand on a une famille, c'est les produits frais, c'est pas tellement les céréales. Les céréales, on peut les stocker sur de très très longue durée.
ça prend pas de place. Par contre, les produits frais sont relativement difficiles à stocker quand on veut pas bourrer son frigo avec des légumes et des salades. Donc on le met dehors ou sur le bord de fenêtre et c'est assez casse-pied. Et en fait, au kilogramme, on va dire, au rapport énergétique, ça coûte extrêmement cher les légumes. Je pense que ça coûte beaucoup plus cher que la viande. Parce qu'une viande, à la rigueur, vous pouvez manger un morceau de viande, vous tenez une journée. Mais si vous voulez nourrir de salade, il en faut, je sais pas combien, 10 ou 20 dans une journée. Donc en fait, vous voyez bien que les produits frais, à part les légumes racines, il en faut une très très grosse quantité. Et c'est quelque chose qui coûte très cher. Donc si vous cherchez à faire une culture qui est intéressante pour vous nourrir, un peu intelligente, vous allez automatiquement vous orienter vers les produits qui sont justement les produits qui gardent moins bien. Donc, les produits de saison, on va dire. Et c'est pour ça que le potager a été en fait orienté dans cette direction. Voilà, maintenant, que coûte un jardin potager de 200 mètres carrés? Alors, c'est d'abord sur le plan financier. Alors, l'investissement de départ il coûte 6 semaines de travail pour une personne. Alors, c'est du débroussaillage, du broyage, donc des broussailles, de l'épontage de ce qu'on a broyé, débroussaillé, la décompaction du sol, le talutage, si on a besoin de faire des talus, le paillage, parce que bon, ce qu'on a même si on a beaucoup de broussailles, ça suffit pas, hein, souvent à ramener de l'humus, et suivant la nature du sol, des tutorages, de montage de serres. Donc dans les 6 semaines de travail, j'ai fabriqué 6 serres. On verra après le détail. Évidemment, si vous les achetez, ça vous coûte pratiquement la moitié du temps en préparation. Et si votre sol est bien décompacté, si vous avez beaucoup de chance, en une semaine de travail, vous arrivez à préparer un jardin. Mais bon, j'avais la situation habituelle en Alsace, c'est-à-dire un sol extrêmement lourd, avec de l'herbe dessus, un maximum on va dire, de mauvaises herbes un peu gênantes. Et puis quasiment aucun humus. Donc il a fallu, pour générer on va dire un état, une terre fertile et un état stable, il a fallu beaucoup de travail. Voilà. 6 semaines, bon, c'est pas énorme. Si on fait ça les week-ends ou de temps en temps un samedi, ça passe, on peut l'étaler. Donc moi je l'ai pas fait d'un coup, je l'ai fait sur pratiquement 2 ans. C'était de temps en temps un week-end où je m'acharnais. En fait, ça dépend un peu du travail que j'ai au bureau. Quand j'en ai vraiment marre, je vais jouer de la pioche un petit peu et ça va mieux après. Voilà. Donc annuellement, ça c'était l'investissement de départ. Annuellement, on a une journée à peu près à chaque saison pour les semis, l'éclaircissage, le paillage, la récolte des semences, le bouturage. Donc il y a une journée au printemps, une journée début de l'été, une journée à fin de l'été, et puis une journée à l'entrée de l'hiver pratiquement. Vous le voyez déjà, quand les plantes s'accumulent, que ça commence à se casser la figure, bon, il faut évacuer les restes, le répandre par terre, et puis quand les graines commencent à tomber de partout, là aussi c'est le moment de les récupérer avant que ce soit un peu trop tard. Donc il faut 4 jours de travail à peu près par an, qui est, on va dire, de l'entretien du jardin. Et quotidiennement, il faut 1h30 à une personne tous les 2 jours. J'avais mis 2 heures au début en comptant les trajets, mais ça n'a pas de sens. Donc c'est 1h30 tous les jours. Tous les 2 jours, ça fait donc 3 quarts d'heure par jour. Moi, je ne peux pas y aller tous les jours. J'y vais donc tous les 2 jours. Ça me fait une pause entre midi et 2. J'emmène mon sandwich et je passe la pause de midi au jardin. Alors, évidemment, j'y vais que quand il fait beau, quand c'est hors saison. Je veux que quand il fait beau. Et donc, c'est l'excuse pour ce défilé. Donc, il y a 2 tiers de temps qui sont consacrés à la cueillette. Donc, essentiellement, quand c'est la saison des petits fruits, c'est un peu plus long. Mais en hiver, c'est beaucoup plus court. C'est cueillir des groseilles, parce que les groseilles, si vous demandez à des gens s'ils ramassent des groseilles, en général ramasser des groseilles ça prend 5 minutes, le temps d'aller au rayon groseilles, de prendre 4 barquettes, d'aller à la caisse et c'est bon quoi. Mais quand vous avez 2 kilos de groseilles à ramener à la maison et que tout ça c'est disséminé sur des petits arbres, ça prend beaucoup plus que 5 minutes. Ça prend un temps fou. Les fraises, surtout les fraises des bois, si vous voulez ramener 1 kilo de fraises des bois, vous allez voir, ça prend un sacré temps quoi. Et il n'y a aucune comparaison après. Si vous mettez une barquette de fraises des bois que vous avez ramené et une barquette de fraises du supermarché, vous allez voir, il y en a une qui se vide toute seule à une vitesse vraiment grand V et l'autre qui peut rester une semaine, personne ne va la manger après. Donc il faut comparer des choses comparables. Moi je dis toujours que c'est pas 1h30 que ça coûte le jardin. Parce que si vous n'avez pas votre jardin, pour vous alimenter en produits frais, vous allez vous cogner aussi le supermarché. Avec la queue super marrante et le parking super beau. Et puis pousser le caddie encore, prendre un quart d'heure chaque fois aller, un quart d'heure retour. Ça vous le comptabilisez pas. Pourtant les gens ils le font.
Moi, ça doit faire bientôt 15 ans que je n'ai plus été dans un supermarché. Ça me semble difficilement concevable de faire ce genre d'activité tous les 2 jours ou même une fois par semaine si on le gère bien. Alors que quand je vais 1 heure et demie au jardin, c'est pas du travail. Comme j'ai dit, j'y vais quand j'en ai marre, et j'y vais quand il fait beau, même quand je n'ai pas marre, et c'est du bon temps que je vais passer là-bas. Les tâches pénibles, il y en a quelques-unes quand même, hein. Ramasser les limaces, j'ai pas énormément de plaisir à ramasser les limaces. Mais tout le reste du temps, c'est vraiment du plaisir. Donc il ne faut pas le comptabiliser ça comme ça. C'est du travail 1 heure et demie. C'est vraiment aller s'oxygéner, aller prendre le soleil. Et voilà. Et donc les 2 tiers sont constitués de cueillettes. Il y a un tiers du temps qui est constitué de travaux divers. Et je ne sais jamais ce qu'il va y avoir. Il suffit de regarder un petit peu. En général, c'est la collecte des semences, hein. Je rappelle qu'il y a les plantes font des semences pas toute l'année, mais il y en a certaines qui ont des durées ou de production de semences très étalées. Donc on ne sait jamais qui va donner des semences. Il y a du repiquage. Donc en général, c'est les semences qui sont tombées et qu'on n'a pas vues et qu'on voit seulement beaucoup plus tard quand toute la semence commence à lever. Elle lève au milieu du chemin, elle lève là où elle ne devrait pas lever. On reprend toutes ces petites plantules et on va les mettre là où c'est plus agréable. Et ça fait du travail. Parce que des fois, c'est des plantes très précieuses dont on a juste un exemplaire. On le fait. Quand on a la chance d'avoir 200 petites plantules de salade qui montent, on se dit ah, super, elles sont déjà toutes prêtes. Et on va les remettre en place dans les couches ou dans les serres ailleurs. Le paillage parce que le vent passe, si on a mis du paillage pas cher, par exemple de la paille ou autre chose, ces paillages ont une durée de vie relativement limitée. Donc il faut aller compléter, entendre un peu le paillage. Là, vous enlevez trop de légumes, il faut refermer un petit peu. Et moi, ce que je dis, c'est avec une main, je cueille, avec l'autre main, je bidule des trucs. Alors, je remets des choses en place. J'écrase un peu de plantes qui montent trop, j'étête, je cueille des semences, je cueille des fleurs. C'est la cueillette toujours. Mais je compte pas comme ça 2 tiers de récolte et 1 tiers. Je découvre toujours un tas de petites choses à faire. C'est un petit peu la mentalité du chasseur-cueilleur. C'est-à-dire que vous allez au jardin et vous savez pas ce que vous allez ramener, vous savez pas non plus ce que vous allez faire non plus. Mais en gros, c'est entre 1 heure et 2 heures que je passe au jardin tous les 2 jours et ça passe très vite. Voilà. Et je rappelle qu'en permaculture, on n'arrose pas, on désherbe pas et on ne travaille pas le sol. Donc je reviens pas avec des cloques aux mains et le dos cassé. Voilà. Les frais. Alors on a ici... Ah oui, avant j'avais dit que c'était l'aspect financier, non, c'est l'aspect du temps passé, maintenant c'est l'aspect financier. Alors que coûte un jardin? À Strasbourg, le premier prix pour un jardin ouvrier, donc c'est un jardin où il y a juste du grillage autour, et encore je crois que je ne sais même pas si c'est la ville qui se met le grillage, elle ne met rien du tout. Il n'y a pas de cabane, il n'y a pas d'outils, il y a une pompe je crois. Ah mais non, il n'y a même pas de pompe, puisque c'est moi qui ai bricolé une pompe qui avait une toute rouillée. Le jardin coûte 32 € par an. 70, auquel il faut ajouter 70 € de remplacement des bâches pour les serres d'été tous les 15 ans. C'est à peu près la durée de vie quand on achète du film professionnel. 120 € de remplacement des plaques de polycarbonate pour les serres d'hiver tous les 20 ans. Ça dure à peu près 20 ans une plaque de polycarbonate. Et 10 € d'achat de graines de cucurbitacées, éventuellement des carottes ou autres, qu'on fait pas. Enfin, on peut les faire, ceux qui ont envie de les faire, ils peuvent les faire, mais moi je ne les fais pas. Un sachet de graines tous les 10 ans. Moi, je n'ai pas de souvenir avoir vu ma mère acheter des graines en 15 ans. Soit elle les empruntait aux voisins, en fait elle les récupérait chez les voisins, mais en tout cas les graines ça s'achète pas. Donc nous on fait que les cucurbitacées. Total de ces frais s'élève à 43,67 € pour nourrir une famille de 4 personnes. Je dis bien en produits frais, hein, pas tout le reste. Donc quand on est végétarien, c'est l'essentiel de la nourriture quasiment. Le reste coûte beaucoup moins cher. Voilà, j'ai bien dit par an, hein, c'est pas par jour. Hein. Voilà. Les autres semences, bulbes et boutures, bon là c'était une petite astérix que j'ai mis cucurbitacées. Là je fais un peu de pub pour nous. On a une banque de semences de graines et de boutures à Strasbourg pour ceux que ça intéresse. Mais bon, si vous avez des jardins autour de vous pour aller récupérer, sympathiser avec les voisins, c'est une tradition de s'échanger les graines. L'état initial du jardin, donc ça c'est pour rappeler la situation dans laquelle le jardin était avant que je le récupère. Donc c'était un jardin ouvrier abandonné depuis quelques années avec un grand merisier, des topinambours et des lupins. Il n'y avait, à part les topinambours, il n'y avait rien de comestible vraiment dedans. Hein. Ah, le merisier, si, il en faisait, mais bon, le merisier, on n'en mange pas longtemps. Hein. C'est vraiment dur
En gros, pendant 340 jours, vous mangez rien, quoi. Donc là, vous voyez, le merisier faisait entre 15 et 17 mètres de haut. Les taupes plus nombreux, ils sont le long de la clôture, là. Et puis sinon, c'est tout. Les lupins, c'était pas des lupins blancs, donc je sais même pas si c'est comestible les autres lupins, les lupins de Russell. Enfin, en gros, il n'y avait rien à manger dans le jardin. Il y avait de l'herbe et une terre très dure. Alors le merisier, petite histoire, je l'ai fait couper et après il a entièrement été débité et enterré sur le terrain par le tronc. Le diagnostic, c'est-à-dire l'état sanitaire, c'est dit un peu pompeusement, l'état sanitaire du terrain, de la vie du sol surtout, traduit par les plantes bioindicatrices. Donc il y avait du chien-dent, donc qui révèle un sol fatigué, avec une présence excessive d'azote et de potasse. Je pense que c'est surtout un sol fatigué. Il n'y en avait pas beaucoup, hein, mais il y en avait quand même pas mal. Il y avait du rumex. Dans notre zone, il y a énormément de rumex. On doit être 30 cm au-dessus de la nappe, enfin du niveau de l'île qui est juste à côté, donc pas très loin de la nappe phréatique. D'après moi, on doit être à 1 mètre de la nappe phréatique. C'est surtout un hydromorphisme, la présence du rumex dans notre cas. Donc c'est des sols extrêmement compactés et l'eau s'engorge très facilement. Donc quand il pleut pendant des semaines et des semaines, vous avez des flaques d'eau ou alors l'eau qui ressuit et qui soigne de l'eau de partout. Et c'est surtout cette eau-là qui est due à la compaction des sols. Voilà, le chardon, lui aussi, traduit une asphyxie des sols. On a énormément de chardon et ça, vous ne venez jamais à bout du chardon. Les graines ont une dormance et une telle production de graines qu'il y en a toujours. C'est un miracle, le chardon. La renoncule rampante. Là, j'en ai pas trop, mais là, c'est clair, net. C'est vraiment typique des sols qui sont gorgés d'eau. Ça vit même dans l'eau, hein, ce truc-là. Et ça se mange pas, malheureusement. Voilà, ce que j'ai fait, donc la remédiation, j'ai décompacté le sol pour créer une aération maximum et surtout un drainage pour essayer d'évacuer le sol vers le bas ou au moins la gérer un petit peu, la stocker en profondeur au lieu qu'elle s'accumule en surface. J'ai ajouté un maximum d'humus, mais vraiment j'ai été très surpris. En fait, ça s'est étalé sur pratiquement 3 ans, l'apport d'humus et la décompaction. Parce qu'en fait, j'avais sous-estimé complètement le phénomène et pratiquement 2 mois après chaque opération de décompaction et ajout d'humus, je me retrouvais dans quasiment le même état que précédent, c'est-à-dire un sol extrêmement dur. En permaculture, on doit pouvoir enfoncer la main jusqu'au poignet, des fois même jusqu'au coude. Donc dans la terre, comme ça, vous enfoncez la terre, et si ce n'est pas le cas, c'est que votre sol ne contient pas assez d'air, donc il est de nouveau compacté. Donc quand on rajoute de l'humus, c'est pas forcément pour ajouter de l'humus, on dit toujours l'humus, faut pas l'enfouir, hein, les vers ou la vie du sol l'enfuit, mais il faut la laisser au-dessus. Ben là en fait c'est l'inverse, on la met dedans pour servir d'anticoagulant et favoriser un peu le stockage de l'eau. C'est seulement à la longue que l'argile s'agglomère moins et que la culture devient un peu plus possible. Sinon, la première conséquence, c'est que vous avez toujours une favorisation. On favorise énormément les plantes qui sont très, très adaptées au sol compact. Donc chien-dent, rumex et autres. Toutes celles qui ont des grosses racines très profondes et qui sont comme par hasard extrêmement dures à enlever. Donc vous êtes en compétition en permanente avec ces plantes-là et la culture est très difficile. Donc c'est par un biais, on va dire, qu'on arrive par un artifice qu'on arrive à les éliminer. C'est surtout pas en les enlevant, quoi. Il faut décompacter le sol et dans ce cas-là, ces plantes sont nettement moins à l'aise. Déjà, on arrive à les sortir beaucoup plus facilement. On enlève des réseaux de racinaires très, très grands en une seule fois. Alors que sinon, quand le sol est compacté, il faut une bêche très costaud et descendre jusqu'à 50 cm, des fois 1 mètre pour sortir les racines. Vous n'y arrivez pas. Quand le sol est bien compacté, la plante est tellement peu à l'aise qu'elle colonise très mal le substrat. Voilà. Pardon ? C'est une question de poids. Moi, je fais 65 kg ou 70 kg. Donc, quelqu'un de très costaud, il fait ça très facilement. Quelqu'un de très léger, c'est horrible. Parce qu'un sol très décompacté. Alors, sur un jardin, on utilise la grelinette. Et la grelinette, c'est comme une voiture, il y a des puissances dessus, quoi. La grelinette à 5 dents peut moins que la grelinette à 4 dents. Et elle peut moins. Et donc, moi, j'ai pris la grelinette à 1 dent qu'on appelle pioche. C'est tout. Parce que ça rentrait pas.
Impossible même de rentrer une bêche. En sautant un pied joint sur la bêche, je n'arrivais pas à rentrer la bêche. Donc c'était la pioche. Et après, j'ai pris la bêche pour morceler tout en petits morceaux. Et après, j'ai terminé à la main. C'est-à-dire, j'ai dû mettre 20 cm de broyat de branches et 10 à 15 cm de compost en plus dessus. Plus en plus un peu de fumée, plus en plus de crottes de poule, et ce genre de choses, quoi, tout ce que j'avais. Et c'est seulement une fois que j'avais tout régalé, tout mélangé, que j'ai tout terminé à la main. Il fallait tout casser, l'argile, je peux vous dire que là, il a plus envie de s'agglomérer. Et c'est au bout de la 3e année que j'ai enfin compris que c'était ça ce qu'il fallait. En fait, vous devez remédier votre sol en fonction de son état. Il n'y a pas de recette. Mais la dernière fois que j'ai intervenu ici, l'année dernière, je me souviens, quelqu'un qui m'a tombé dessus, qui m'avait dit, ouais, la permaculture, on connaît, ça fait 13 ans qu'on en fait, et ça fait 13 ans que ça marche pas. Et la pierre d'achoppement, c'était ça. C'était la compaction des sols. On me disait, ouais, sur un sol argileux, on n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'on sous-estime énormément la compaction des sols. Vous heurtez toujours à ce phénomène de sécheresse en été, de manque d'absorption de l'eau, de prédominance des plantes qui ne vous intéressent pas. Le chien-dent se mange, c'est une plante qu'on mangeait au Moyen-Âge. La racine se nettoie, mais il faut regarder la racine pour savoir que ça se mange plus à notre époque. Mais on peut presque tout manger à part le rumex et la renoncule du jardin. Mais enfin bon, nous on n'est pas là pour ça. On veut des légumes, des beaux légumes, des gros légumes, faciles à faire. Et là, il faut vraiment, pour faire la permaculture qu'on voit dans les bouquins, c'est-à-dire où on fait rien du tout, il faut commencer par ça. Et alors là, vous n'avez plus un sol alluvionnaire qu'on voit partout dans les plaines d'Alsace, vous avez un sol forestier. Allez dans n'importe quelle forêt, même la forêt de Haguenau, la forêt des Vosges, c'est toujours des sols. Vous pouvez prendre la terre comme ça, la jeter en l'air, quoi. Dans un champ en Alsace, vous ne pouvez pas faire ça. C'est lourd, c'est extrêmement lourd. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Si elles peuvent se garder jusqu'à la fin, c'est mieux, mais on peut aussi couper la présentation. Voilà. Ensuite, j'ai pris des plantes hydrophiles un peu asséchantes et à racines pivot, donc je mets un maximum de légumes racines. Mais bon, je crois que de toute façon, si j'avais pas eu ce problème d'eau, je les aurais quand même mis. C'était juste pour évoquer la possibilité. Voilà. La conception de l'aménagement. Donc là maintenant, on commence la phase un peu plus sèche. Donc c'est avec une succession de plans. Alors, d'abord la gestion verticale, donc c'est des questions d'ombrage, d'ensoleillement et d'adaptation des cultures. Alors, rapidement, vous avez toujours ici dans les prochaines images une vue en plan. Donc, on rappelle le terrain qui est orienté ici côté gauche nord, côté droit au sud, de forme rectangulaire, c'est à peu près 10 x 20 mètres. Vous voyez, c'est pas ça, mais bon, je vais dessiner comme ça. Il y a une allée qui le traverse, l'entrée est côté sud, et au nord se trouvait, quand je suis arrivé, une petite caisse, une petite cahute qui faisait 1,50 m sur 1,50 m, petite maison de nain, mais qui suffit pour ranger de trois affaires dedans. Et en coupe, donc c'est le même, pour ceux qui ne sont pas familiarisés, c'est le même terrain, mais vu en coupe. Donc là, il y a un petit bonhomme qui est dessiné à peu près, vous voyez, à peu près haut comme la cahute. Et puis ça, c'est le grillage côté entrée, le sol, et côté nord, d'ici, donc, on voit des arbres. C'est tous les arbres qui sont dessinés en plan, qui sont plantés sur la parcelle voisine. Ça tombe bien, donc j'ai pas d'ombrage du tout. Et puis côté nord, je peux entasser mon fouillis, je suis un peu protégé. Voilà. Donc ça, c'est le fond de plan sur lequel je vais porter mes éléments. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est que, comme déjà on va dire, la colonne vertébrale était rigide, il n'y a pas plus rigide qu'une droite, j'ai tout simplement disposé des plates-bandes qui font 80 cm de large et que j'ai espacé de 30 cm d'un côté à l'autre. Voilà. Sachant que 200 m², c'est trop petit pour une... Enfin, c'est toujours trop petit. Même 500 m, 600 m², c'est trop petit. On arrive toujours à blinder quand on a de la place. Donc, j'ai pas perdu du tout de place. J'ai tout rempli de plates-bandes. Ensuite, j'ai tracé un profil, donc imaginaire, au nord, donc les arbres végétaux le plus haut, et au sud, les végétaux les plus bas. Là, il y avait ma clôture qui était déjà végétalisée, c'est pour ça qu'il y a une petite ombre portée. Donc il faut incliner, donc adapter le profil des hauts des végétaux et l'orienter vers le sud, un peu comme un capteur solaire. Si vous l'orientez vers le nord, il n'y aura jamais rien qui va rentrer dedans.
Donc les grands arbres au nord et les petits arbres au sud. Et sous les arbres qui surplombent nettement mon terrain, c'est là où on fait la culture de champignons. On projette la culture de champignons. Parce que ça fait 2 ans qu'on essaye, qu'on n'y arrive pas. Voilà. Alors après, une fois qu'on a ceci, on a donc notre profil de taille de végétation, on dispose le mobilier, donc les installations de culture. Alors au côté nord, là, on met les grandes treilles qui montent jusqu'à 3 mètres, 3 mètres 50. Ici les moyennes treilles, ici les petites treilles. Tout au nord, les très très grandes treilles, celles qui servent aux haricots qu'on récolte l'été, les haricots secs qu'on récolte en hiver. Et les champs de rhubarbe ici, la rhubarbe, c'est difficile de planter entre la rhubarbe parce qu'elle étouffe tout. Hein. Voilà. Donc ça me définit. Hop là, attendez, je vais essayer de revenir. Précédente. Ça marche. Voilà. En mettant en alternant ces 2 noyaux de mobilier, là, je laisse le courant d'air circuler librement autour. Hein. J'aurais pu grouper le tout, mais ça m'aurait fait un massif on va dire, de haut feuillage. Qui lui n'est pas ventilé. Donc il faut exprès, et je répéterai ça, il faut exprès disséminer toutes ces installations hautes pour que le vent circule et aère le tout. Que ça fasse un petit peu des ombrages tournants aussi. Les serres, celles-là, j'en ai 2 types. J'ai les serres d'été, on les verra le détail plus tard. Ce sont des grandes serres de 3 mètres de haut. Et les serres d'hiver, ce qu'on appelle aussi les châssis. Donc là, vous voyez en grisé, c'est les trucs qui font 50 cm de haut, pas plus, et qui servent que l'hiver. Donc l'hiver, il faut avoir un petit volume pour pas avoir de déperdition. Alors qu'en été, c'est l'inverse, il faut avoir un profil en cathédrale pour que l'air chaud se monte le plus haut possible, si possible au-dessus des végétaux, et puisse s'échapper. C'est pour ça qu'il y a 2 profils totalement différents et c'est intercalé entre les deux parce qu'une serre, c'est à la fois un volume opaque et à la fois un volume transparent. Donc il n'est pas question de le mettre devant, c'est un peu entre les deux. Voilà. Et on respecte toujours ces couloirs de ventilation. 2 trous d'eau, alors un qui est au milieu. Pourquoi un trou d'eau? Le premier, c'est pour se laver les mains. Hein. Celui qui est au milieu, donc on le met laver les mains et laver les racines, les légumes racines qui est toujours plein de terre. Donc on le met en position centrale, et puis celui qui est à l'extrémité là, c'est pour pour préparer les cultures de champignons. Donc lui aussi, on cultive les champignons sur des rondins de bois qui doivent faire à peu près, je sais pas, entre 5 et 15 kilos, ça dépend de la nature du bois, surtout s'il est gorgé d'eau, peut-être des fois même 20 kilos. Donc c'est assez lourd de trimballer ces rondins à travers tout le jardin. Le mieux, c'est de les mettre juste à côté du bassin. Voilà. Les plantations d'arbres, parce qu'en permaculture, je rappelle, un des principes de permaculture, c'est de cultiver sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'en permaculture, vous n'avez jamais le paysage que l'on voit partout en Alsace, c'est-à-dire une monoculture, un tiers de l'année, et les 2 tiers de l'année, de la terre dégarnie, malade. Malade parce qu'il n'y a pas de vie du sol. Quand il y a du vent, la terre fertile fiche le camp avec le vent ou avec la pluie. Donc on a toujours, nous, la terre couverte de un paillage, donc une couverture morte, et après plusieurs niveaux de culture. Les légumes, ça peut être les rampants, un couvre-sol, après les légumes, après les buissons, après les arbres, et puis encore peut-être des grimpants ou autres parmi cela. Donc on a toujours plusieurs niveaux de culture. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir en Alsace, alors qu'on n'a pas beaucoup de lumière, 3 ou 4 niveaux de culture? Bien en fait on dissémine les arbres. Si vous les collez tous, vous avez toujours un phénomène d'ombrage trop important et surtout de manque de ventilation. Donc les légumes que vous avez en dessous, que vous cultivez donc en dessous des arbres, souffrent d'attaques de champignons ou d'autres problèmes de défaut de ventilation. Donc on est partant pour mettre des arbres, mais on les écarte, d'autant plus qu'on n'a pas beaucoup de soleil chez nous. Donc il y a au moins un rayon de la couronne d'arbres entre chaque arbre. Ici, là, j'ai écarté beaucoup plus parce que mon jardin est tout petit. Et j'ai fait attention à mettre des arbres qui n'ont pas de feuillage trop opaque. Donc c'est des petites feuilles, par exemple comme les pêchers. Alors j'ai un pêcher, j'ai des kakis, ça va aussi. Ils ont une ramure très, très aérée. Et 3 manguiers. Les manguiers, ceux-là, ils sont un peu plus opaques. Donc je les ai mis un peu vers le nord. Ceux-là, ça dérange pas trop. On peut cultiver des rhubarbes sous des arbres, ça va encore. Voilà, donc je peux vraiment pas mettre plus d'arbres. Après, je n'arrive plus à produire. Après, je fais chuter le rendement de production des légumes. Et tout ça, c'est inscrit ici. Les arbres les plus transparents sont devant et les arbres les plus opaques derrière,
de façon à toujours conserver le degré d'ensoleillement maximum côté sud. Voilà, alors si maintenant on regarde en coupe transversale, donc là ici c'est la même coupe que celle qui est en bas, mais celle-là était longitudinale, celle-là maintenant est transversale. On a disposé donc dans la partie avant, près de l'entrée, on a disposé le long des clôtures ici des grands portiques, des portiques qui font à peu près 1,80 m de haut. Donc c'est juste des poteaux avec une planche, en fait c'est une dosse en mélasse que j'ai clouée sur le partie haute, et les plantes grimpantes vont s'enrouler dessus et retomber, parce qu'elles n'ont rien d'autre à faire que de monter jusqu'en haut. Une fois qu'elles sont en haut, elles laissent tomber leurs bras jusqu'en bas, jusqu'au sol, donc ça fait comme une grosse crinière de cheval qui tombe sur le grillage. Et donc j'ai déjà prévenu les voisins que ce qu'il y a de leur côté c'est à eux, et ce qu'il y a de mon côté c'est à moi. Alors évidemment il faut mettre des choses qu'ils aiment bien, sinon on ne peut pas s'entendre. Comme c'est des méridionaux, j'ai mis de la vigne, et la vigne ça pose aucun problème aux méridionaux en général. Voilà, et il y a de la vigne, un peu de mûres, des mûres sans épines, il y a des kiwis aussi. Voilà, les kiwis, il y a de ça de bien, c'est que les gens, parce qu'on a pas mal de vols, comment est-ce qu'on appelle ça là, enfin bon, c'est des gens qui viennent se nourrir dans les jardins, qui piquent toutes les tomates, et donc il y a de bien que les kiwis sauvages, c'est qu'ils reconnaissent pas ça comme légumes comestibles. Voilà. Non, parce que ce qu'on affiche sur la clôture, il faut savoir que c'est aussi une incitation. Donc là, avec les voisins, c'est bien, mais sur les limites séparatives, donc le long de la circulation, il faut quand même faire un peu attention. Voilà. Donc on a mis de part et d'autre ici des grandes haies qui servent de séparation avec les voisins, et donc qui définissent cet espace. Donc du coup, on n'a pas un paysage qui donne sur l'intérieur des jardins voisins. Je ne sais pas, ceux qui ont l'habitude des jardins potagers familiaux, c'est fait de briquets de broc. Mais c'est volontaire, c'est pas parce que les gens n'ont pas d'argent et parce qu'ils sont dans la misère. C'est que si vous achetez une belle serre ou si vous achetez de beaux ouvrages, le lendemain c'est volé ou cassé. C'est comme ça. Donc les choses doivent être directement cherchées dans la déchetterie, ou alors ça doit vraiment être volontairement mal soudé, ficelé avec des fils de fer, ce genre de choses. Et là, ça va vous vivre heureux. Si vous avez de belles choses, ça suscite la jalousie, et c'est dramatique, c'est comme ça. On est en France, en Allemagne et en Suisse, on voit des belles choses, des fois simples, qui sont respectées, qui durent très longtemps, et chez nous, on n'arrive pas. Vous avez des tomates, c'est pas pour vous, il y a quelqu'un qui vient se servir de tomates chez vous. Hein. Les outils, c'est pareil. Vous achetez des beaux outils, 2 semaines après, il n'y a plus d'outils. Donc on est obligé de faire un petit peu attention à ce qu'on a. Donc le paysage bidonvillesque qu'offrent en général les jardins ouvriers, bon, moi, m'intéresse pas tellement. Je suis paysagiste, donc je me suis dit, hop, quand je rentre, j'aimerais bien voir des choses qui me calment un peu l'esprit, pas qui m'énervent. Donc j'ai mis 2 clôtures de plantes grimpantes qui tombent. C'est comme cette grosse crinière, hein, le paysage de vigne, c'est un très beau paysage, hein. Pas la vigne taillée, la vigne qui tombe. Voilà. Et donc ça me fait une grande pièce ici, qui est ouverte et qui ne suffit pas. Puisque quand vous faites une pièce, c'est bien, vous êtes chez vous, mais vous n'avez toujours pas de contenant, c'est pas intéressant. Donc ce que j'ai fait, c'est que le long de l'allée centrale, j'ai bordé l'allée avec des rosiers de parfumeurs, hein. Donc il y a 3 rosiers qu'on utilise depuis toujours en parfumerie. Ce sont des rosiers anciens. Donc les rosiers anciens, je rappelle pour ceux qui ne s'y connaissent pas, ce sont des rosiers qui ont une durée de floraison très très courte. C'est pour ça d'ailleurs que les gens les veulent plus, parce qu'ils ont pendant 365 jours des rosiers 360 jours pratiquement, des rosiers sans fleurs, et pendant 5 jours, ils ont une tonne de fleurs. Mais des fleurs en quantité monstrueuse qu'ils peuvent absolument pas utiliser, parce que vous pouvez pas faire... Si vous avez 20 rosiers, vous ne pouvez pas faire 20 bouquets, c'est beaucoup trop. Et puis après, il n'y a plus rien. Donc c'est pour ça qu'on a mis au point des rosiers qui ont des floraisons beaucoup plus longues, hein, qui vous font des roses pendant, je ne sais pas combien, certaines c'est 3 mois, même des fois 4 mois. Donc vous avez beaucoup moins de roses, mais elles produisent tout le temps. Donc moi en permaculture, mon problème c'est pas d'avoir des fleurs, c'est d'avoir de la confiture, du sirop, des pâtes de fruits, de la liqueur. Donc je n'y vais une fois ou deux, je cueille des sacs énormes de pétales. Et là, c'est intéressant. Et après, quand la floraison est terminée, ils vivent leur vie, leurs rosiers, quoi. Donc pour ceci, il n'existe que 3 rosiers, hein, principalement, qui sont utilisés en parfumerie, donc qui font des très 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 grosses quantités de pétales et qui sentent très fort.
Et les pétales eux-mêmes sentent très fort. Et donc j'en ai profité pour border l'allée. Ce sont des plantes qui sont belles et qui rappellent un peu aux gens aussi qui ne doivent pas marcher sur les plates-bandes. Hein. C'est aussi une propriété accessoire des rosiers. Parce que j'ai pas mal de gens qui viennent, et mes enfants aussi, donc ils viennent, des fois ils réfléchissent pas trop à ce qu'ils font, hein, comme tous les gamins. Et donc les rosiers sont là pour vous rappeler qu'il ne faut pas marcher dans les plates-bandes. Voilà, donc j'ai borné mon allée de rosiers. Et là, donc ça fait comme un point, et j'ai fait un contrepoint qu'on voit pas en plan, mais en coupe ici. Là, j'ai doublé la clôture, parce que la clôture, c'est aussi on va dire, un élément de définition de l'espace un peu simplet. Bon, une fois que vous les avez vus, les vignes, c'est bon, hein, mais c'est un peu ennuyeux. Donc devant, j'ai mis une contre-allée, si on veut, de petits fruitiers qui, eux, sont là pour fixer l'azote pour tous les autres végétaux. C'est-à-dire que ce sont des végétaux fixateurs d'azote qui donc prélèvent l'azote dans l'air et qui donc amendent le sol en azote très fortement et qui du coup nourrissent les vignes et tous les légumes qui poussent au sol. Là, les rosiers, ils font pas ça, mais de ce côté-là, donc chaque fois l'autre extrémité des allées, j'ai partout des petits buissons. Donc en fait, tout ça c'est planté. Donc il y a un point, un contrepoint, un contenant. C'est à la fois un espace vide, un contenant et un contenu. Donc voilà. Donc ça donne un espace accueillant, tout à fait lisible, avec chaque fois des animations en partie centrale et en partie périphérique. Et c'est toujours des petits buissons bas, de façon à respecter ici les hauteurs d'ensoleillement. Là, sur la coupe, vous le voyez à peu près ce que ça donne. Voilà. La gestion horizontale des cultures maintenant. Donc on va oublier le plan. Vous avez des questions pour le plan? Non, pas très compliqué. Hein. Voilà. La gestion horizontale des cultures. Alors d'abord on va rappeler des notions simples, donc le compagnonnage et l'allélopathie. Le compagnonnage, c'est surtout les complémentarités qu'on a constatées entre les différents végétaux. Et l'allélopathie, c'est les rapports physico-chimiques, on va dire des signaux ou des produits chimiques que les plantes envoient entre elles pour s'éviter ou s'attirer. C'est des choses qu'on trouve maintenant couramment sur Internet et dans tous les livres de jardinage. Alors, moi, j'ai 4 règles que j'applique. La première, c'est associer les liliacées avec les légumes racines, fraisiers et tomates. Alors, il y a 2 mots, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ces termes-là, il y a 2 mots qui sont à retenir. Le mot liliacée et le mot brassicacée. Les liliacées sont toutes les plantes qui ont des bulbes et qui sentent mauvais. Donc, ail, oignon, ciboule, cive, poireau, enfin il y en a une petite tripotée pour l'essentiel, c'est ces légumes. Et les brassicacées, c'est les anciens crucifères, c'est les choux. Donc il y a les choux évidemment, il y a la roquette, il y a des salades dedans, et la moutarde et autres. Ce sont 2 familles qui s'évitent. Et en gros, c'est la règle principale, je sépare mon jardin en 2, parce que c'est en dehors du fait qu'ils s'évitent, ces 2-là, chacun a un groupe d'amis séparés. Donc si vous faites déjà une partition, les liliacées à gauche ou à droite et puis les autres de l'autre côté, c'est déjà très simple. Après, vous savez qui groupe avec qui. Donc les liliacées, il faut les mettre avec les légumes racines, fraisiers et tomates. Deuxième règle, il faut éviter le trio là. Alors il faut éviter les tomates avec les pommes de terre avec les cucurbitacées avec les tomates. Ça, c'est relativement simple. En général, tous les vieux jardiniers savent ça. Ensuite, éviter les liliacées et les légumineuses. C'est là où on revient à la première règle. Les légumineuses sont plus fortes que les liliacées. Donc, le développement se fera toujours au détriment des liliacées. C'est un peu dommage. Les légumineuses, elles, il en faut partout. Le principal intérêt des légumineuses, c'est pas tellement d'être bonnes à manger, c'est qu'elles fixent l'azote. Donc on en met partout dans le jardin, même si vous n'en consommez pas, et pas toute la saison, c'est pas grave. Celles que vous ne consommez pas, vous les laissez arriver à terme, vous les couchez, elles servent de paillage. Une fois que vous les avez tuées, donc, elles vont libérer toute l'azote contenu dans les nodules racinaires, et les plantes périphériques, donc voisines, s'emporteront d'autant mieux, seront nourries par cet azote. Donc c'est plus pour moi du paillage, la culture de légumineuses, que des cultures de consommation directe. Donc les légumineuses, vous allez mettre les brassicacées et les liliacées, c'est de l'autre côté. 4e et dernière règle, c'est éviter liliacées, brassicacées. C'est ce que je vous ai dit en premier temps. Voilà. Donc c'est les 4 règles. Il y en a plein d'autres, mais après je pense que c'est un peu de la foutaise, surtout en permaculture où on laisse les plantes se balader.
On pourrait faire des études de sociologie et des thèses de doctorat là-dessus, et on trouve des livres absolument incroyables sur le sujet. En ce qui me concerne, c'est bien peut-être pour un producteur industriel qui travaille 2-3 variétés. Pour lui, c'est très important d'avoir le rendement maximum sur une variété qui produit 100 000 exemplaires chaque année. Mais nous, en permaculture, on laisse les plantes se ressémer n'importe comment. Ça n'a aucun sens, absolument aucun sens. C'est déjà pas mal de faire ça. Je pense que vous ne pouvez pas ne pas respecter ces règles-là. Vous allez le voir vous-même. On a de mauvais résultats si on joue avec ces choses-là. Voilà. On a intégré les plantes fixatrices d'azote. Là, j'en ai déjà parlé. Donc les plantes fixatrices d'azote, j'ai mis entre parenthèses légumineuses, c'est faux. Il n'y a pas que les légumineuses qui sont fixatrices d'azote. Il y a des arbres qui ne sont pas des légumineuses. Il y a des légumineuses arbres qui le sont. En gros, tout ce qui fixe l'azote est important. Je rappelle qu'on dit qu'en permaculture, on n'arrose pas, on désherbe pas, on ne travaille pas le sol. Ça, c'est du travail physique. Mais ce qu'on ne dit pas, évidemment, comme tous les vendeurs de trucs, il y a des choses qu'on occulte un peu, c'est qu'on travaille du cerveau. J'ai pas dit du chapeau. Et ça veut dire qu'on réfléchit un petit peu, on met du sens et on oriente la situation. Et pour nous, on va dire, c'est quelque chose que de gérer ça. Mais une fois que c'est fait, vous n'avez quasiment plus de travail. Ça ne vous coûte plus rien physiquement. C'est là où on s'oppose complètement on va dire, à l'interventionnisme et au consumérisme industriel de l'agriculture. C'est que nous, on conçoit, une fois que la conception est bien faite, on n'intervient quasiment plus. Alors qu'un agriculteur normal, il est condamné comme un forçat à faire des kilomètres tous les jours dans ses vignes, dans ses plates-bandes, avec son tracteur ou sans son tracteur, avec son enjambeur, à pied à 4 pattes en courant, avec tous les esclaves qui peut du monde, parce qu'il ne s'en sort pas s'il est obligé de les payer correctement. Il est obligé de traîner, on va dire, toute la misère du peuple dans les champs, alors que nous, on fait la conception et ça s'arrête là. Les plantes travaillent pour nous. On n'est pas obligé de passer à la coopérative agricole, chercher des sacs et des palettes d'azote. Les plantes fixent l'azote pour vous. Pourquoi payer ? Voilà. Cette nuance est importante parce que on met l'accent sur ce qui marche, mais c'est vrai que on oublie très souvent de dire que ça nécessite beaucoup d'observation dans le temps. Ça, je reviens un peu à la présentation de la permaculture en général que je fais. Là, on ne parle pas de permaculture, mais la permaculture implique beaucoup de questionnement et de remise en question. Alors tant que c'est des mots dans une salle de conférence, les gens disent ouais, c'est bon, on s'en fout, on verra déjà. Mais ceux qui ont donné, que ce soit 200 mètres carrés ou 1 hectare ou 10 hectares, verront que l'échec est aussi synonyme de perte de revenus ou de perte de temps. Et ça, on n'en parle jamais, quoi. C'est quand même assez important d'entendre, de préciser ça. Les mots, des fois, ont des conséquences. Voilà. Introduire des plantes insecticides, nématicides, mellifères. Bon, mellifères, ça va de soi. Vous le savez que la taille des fruits et des légumes dépend directement de quoi ? La quantité de produits chimiques qu'on met ? Non, la quantité, ça c'est ce qu'on voit à la télé. Mais quand vous laissez faire la nature, la taille des légumes et des fruits est proportionnelle à la qualité de la pollinisation. Quand vous avez un fruit qui a été très très bien pollinisé, il a malheureusement beaucoup de pépins, beaucoup de grains, mais il est beaucoup plus gros, il a beaucoup plus de nutriments. Dans le monde actuel, on tend à évincer tous les insectes. On a des fruits merdiques, disons-le, qu'on est obligé de doper, donc d'arroser énormément avec des produits chimiques, mais aussi avec beaucoup d'eau pour qu'ils gonflent. C'est pour ça qu'ils ont un goût de flotte, ces fruits. Mais dans la nature, si vous ne faites rien, si vous voulez avoir de belles récoltes, ce qu'il faut, c'est avoir énormément de pollinisateurs. Et contrairement à ce qu'on pense, les pollinisateurs, ce n'est pas les abeilles. En majorité, les abeilles, je crois, font 25 à 30% de la pollinisation, pas plus. Les apiculteurs racontent des conneries. La plus grande partie de la pollinisation est faite par les insectes sauvages, les pollinisateurs sauvages. Donc les insectes non sociaux, la plupart du temps solitaires. Les abeilles, c'est qu'une partie. Et donc on essaye au maximum de mettre des plantes mellifères.
On met des plantes nématicides. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de plantes qui n'ont rien à foutre chez nous. Donc si on était permaculteur, on n'en planterait pas, mais on ne mangerait pas de patates, pas de tomates, pas de courgettes, pas d'aubergines. Enfin bon, les 3/4 des trucs, on ne les mangerait pas. Donc si déjà on ramène des plantes qui n'ont rien à faire chez nous et qui ne sont pas adaptées au terrain, la moindre des choses, c'est les favoriser un petit peu. Et donc ces plantes-là, comme par hasard, sont très sensibles aux nématodes. Donc, si vous voulez avoir de belles récoltes, il faut mettre des plantes nématicides. Il y a le souci, les œillets de poète, il y en a toute une série de plantes qui qui contribuent à l'équilibre de ces petits vers, de ces problèmes. Voilà. Et des plantes insecticides, alors là, bon, ça veut pas dire grand-chose, les plantes insecticides, on va dire que c'est des plantes qui éloignent les insectes, très odorantes. Je ne sais pas si elles sont vraiment insecticides, hein, au terme, on va dire, moderne, l'acception habituelle. Voilà. Donc dans le jardin, suivant les variétés, notamment dans la zone des brassicacées, moi je mets 1/3 de plantes non comestibles qui ne servent qu'à ça. Elles servent d'attracteurs pour les insectes pollinisateurs. Ensuite, elles servent d'abri pour les prédateurs, donc les chenilles, d'abri pour les prédateurs des moucherons, de la lerode, et ainsi de suite. Si vous n'avez pas 1/3 de plantes, en gros, qui servent de pièges, de perturbateurs olfactifs, de pièges à prédateurs, vous êtes toujours confronté à des problèmes d'attaque de chenilles et de mouches et d'autres insectes. Voilà. Donc c'est pas du tout c'est pas du tout anecdotique ceci, hein. Il faut vraiment être généreux, et en général c'est à ces éléments-là qu'on voit un jardin en permaculture, et de loin, c'est qu'il y a énormément de fleurs. Et des fleurs qu'on laisse monter en graines et on laisse retomber. Donc des fleurs qui montent, des grandes hampes, et qui se cassent la figure, qui vous barrent le chemin, qui se couchent sur les choux, ça ne fait pas ranger, quoi. Donc, mais c'est très beau. On se dit tout de suite, ça c'est une mémé qui est dedans, qui aime les fleurs. Non, c'est pas une mémé dedans qui aime les fleurs. Des fois c'est moi qui est dedans, architecte. C'est comme ça. Si vous voulez laisser faire, si vous voulez que toutes les variétés d'insectes se gèrent entre elles, c'est à ce prix-là.